On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Alban Mikosi, grand reporter à France Télévisions. Bonjour Alban. Raphaël, bonsoir à tous. Et très bonne année à vous. Anne Corpet est également avec nous, chroniqueuse internationale à France 24. Bonjour Anne. Bonsoir. Au sommaire, aujourd'hui, à nouveau, un espoir au Liban. Le Parlement élit Joseph Aoun à la présidence, mettant fin à 2 ans de crise et de vide politique. Celui qui était jusque-là commandant des forces armées libanaises annonce le début d'une nouvelle ère. Il s'engage à respecter la trêve avec Israël. Joe Biden lui appelle à résister à la haine et aux abus de pouvoir lors d'une oraison funèbre prononcée aux obsèques de Jimmy Carter. Le 39e président des États-Unis, décédé à l'âge de 100 ans, est inhumé ce soir dans la ville qu'il a vu naître à Plains, en Géorgie. C'est tout de suite. On va plus loin dans l'essentiel. C'est la fin d'une crise qui aura duré plus de 2 ans. Le Liban, privé de chef de l'État, faute d'un accord entre les différentes formations confessionnelles, vient enfin d'élire un président. Le général Joseph Aoun, commandant en chef de l'armée libanaise, ce chrétien maronite, comme le veut la Constitution, est dépourvu d'expérience politique, mais issu d'une des rares institutions. L'armée a bénéficié encore d'une certaine légitimité aux yeux des Libanais. Nina Masson nous dresse son portrait. Il est le visage du consensus au Liban. Le général Joseph Aoun, 60 ans, il dirige depuis mars 2017 l'une des institutions les plus respectées du pays. Militaire de carrière, le commandant en chef de l'armée libanaise bénéficie du soutien de plusieurs poids lourds à l'international, dont l'Arabie saoudite et les États-Unis. Et pour cause, dans un Liban en pleine tempête, il a su manœuvrer pour surmonter les crises, notamment l'effondrement économique qui a frappé de plein fouet la solde de ses 80 000 soldats et l'a obligé à accepter des aides internationales pour préserver son institution. Joseph Aoun a notamment joué un rôle clé dans la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, entré en vigueur le 27 novembre dernier. Un facteur déterminant dans son ascension vers la présidence. Né en 1964 dans le quartier de Sin el-Fil à l'est de Beyrouth, il étudie les sciences politiques et les affaires internationales avant d'entrer dans l'armée en tant qu'élève officier en 1983. Aussi à l'aise en français qu'en anglais, père de 2 enfants, il est issu de la communauté chrétienne maronite à laquelle la présidence est réservée en vertu du partage confessionnel du pouvoir. Récompensé à plusieurs reprises, il est connu pour avoir mené la bataille du Jouroud pour chasser les groupes terroristes hors des frontières du Liban. Un succès qui vaut à l'armée une bonne réputation auprès de la population libanaise, une armée que Joseph Aoun avait qualifiée de seul espoir des Libanais à l'occasion de ses 75 ans d'existence. Et avec nous à Beyrouth pour France 24, Serge Berberi. Serge, Joseph Aoun prend la tête d'un Liban affaibli dans les conditions particulières aussi, il faut bien le dire, du cessez-le-feu avec Israël. Tout à fait, comme on vient d'entendre dans le sujet, le rôle central de l'armée dans la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah aura été décisif donc, dans l'élection de Joseph Aoun à la présidence de la République. Lors de son discours d'investiture, le nouveau chef de l'État a d'ailleurs pris un engagement fort, garantir donc le respect de l'accord de trêve avec Israël, mais aussi assurer le monopole des armes sous le contrôle exclusif donc, de l'État libanais. Un message qui a d'ailleurs marqué les esprits, notamment lorsqu'il s'est engagé à renforcer les capacités militaires pour lutter contre le terrorisme et protéger les frontières du pays, en particulier avec la Syrie et Israël. Vous savez, l'élection de Joseph Aoun ouvre donc une nouvelle page pour le Liban. Elle signifie la consolidation de la stabilité dans le sud du pays et incarne aussi la volonté de bâtir un État souverain solide, capable de faire face aux menaces régionales. Que dit l'arrivée de Joseph Aoun des nouveaux rapports de force au Liban et notamment de l'affaiblissement du Hezbollah ? Effectivement, vous savez, l'élection de Joseph Aoun, qui est soutenue donc, par la communauté internationale, consacre le retour en force de l'opposition libanaise. En revanche, le camp du Hezbollah, lui, sort affaibli, contraint de revoir ses marges de manœuvre. Pour la première fois depuis plus de 2 décennies, il faut le souligner, le Hezbollah n'a pas eu le dernier mot dans une échéance aussi cruciale que l'élection présidentielle. Joseph Aoun l'a lui-même souligné, et vous l'avez aussi rappelé, Raphaël,
Israël, une nouvelle ère débute pour le Liban. Cette ère nouvelle intervient dans un contexte où l'influence du Hezbollah sur la scène politique s'est affaiblie, notamment après les frappes israéliennes qui ont, rappelons-le, décapité sa direction politico-militaire. La chute du régime syrien de Bachar el-Assad, début décembre, a aussi accéléré le déblocage de la crise présidentielle, une crise qui a duré plus de 801 jours, donc, une impasse maintenue par le Hezbollah qui refusait tout candidat non aligné sur ses intérêts. Dans cette élection, un homme a joué un rôle clé, le président de la Chambre, Nabi Berri, le leader du mouvement chiite, Amal. Après des mois de blocage, c'est lui qui a finalement appelé ses députés à soutenir Joseph Aoun. Mais à quel prix a-t-il obtenu en échange le très convoité ministère des Finances? La réponse viendra sans doute lors de la formation donc, du prochain gouvernement libanais dans les prochaines semaines. Ouais, merci Serge Berberi. Et oui, Joseph Aoun qui s'est engagé à des consultations rapides pour nommer un nouveau Premier ministre à la suite de Najib Mikati. Anne, c'est l'arrivée d'un nouveau président, la condition nécessaire à défaut d'être suffisante à une sortie de crise du Liban. Oui, déjà, sans président, il y avait un gouvernement qui était juste chargé de gérer les affaires courantes, qui avait donc aucune marge de manœuvre, aucune possibilité de lancer des réformes économiques ou autres. Donc, évidemment, ça va permettre d'avancer. Joseph Aoun a en plus le soutien de la communauté internationale, en particulier des Français, des Américains, et de l'Arabie saoudite, qui marque son retour d'ailleurs au Liban. Donc, sans ce soutien, la reconstruction du Liban Sud qu'il a promise est impossible. Donc, il y a effectivement. Et puis, dans son discours, il a fait beaucoup de promesses. Il a tenu un discours assez fort sur l'égalité entre les Libanais, entre les communautés. Il a parlé de l'indépendance de la justice. Ça, c'était un message qui a été notamment applaudi par tous les députés, parce qu'on sait, par exemple, que le Hezbollah a tout fait pour freiner l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Donc, il veut s'affranchir en particulier de cette tutelle du Hezbollah, et comme Serge le disait, notamment sur cette question des armes qu'il veut réserver à l'armée. Il a bien insisté sur le fait que c'était à l'État libanais de faire respecter sa frontière. Ça aussi, c'est un point très important, parce que jusqu'à présent, c'était la milice chiite du Hezbollah qui incarnait finalement la résistance aux invasions ou aux incursions de l'armée israélienne. Et lui, il veut restaurer cet État libanais. Alban, Joseph Aoun réputé jouir du soutien, on l'a entendu, des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Ça annonce un réalignement du Liban dans sa sphère régionale. Un changement d'air, dit-il. On le saura très vite. On verra très rapidement quelle est la réalité de son pouvoir, quelle est la réalité. En tout cas, ce qui est sûr, que je lisais la presse libanaise ce soir, il y a un vent d'optimisme, un peu de fierté nationale, notamment à la une de l'Orient le jour. L'idée, c'est de dire, d'abord, après, je vous rappelle qu'on était quand même sans président depuis le 31 octobre 2022. Donc, il était temps que quelque chose se passe. Ça y est, quelque chose s'est passé. Il a promis un changement d'air. On va voir effectivement si on va ouvrir les fenêtres et il y aura vraiment un changement d'air au sens premier du terme. Ce qui est certain, c'est que les premières décisions vont donner le ton. Lui, lorsqu'il était commandant de l'armée, a bénéficié du soutien, du conseil des Américains. L'Arabie saoudite est à nouveau dans le jeu. La Syrie et l'Iran, clairement, beaucoup moins. Qu'est-ce que ça va changer? On risque de le voir très vite. Et la France, d'ailleurs, parce qu'on savait que Jean-Yves Le Drian particulièrement investi dans ce dossier, et ça a pris du temps. Alors, oui, mais l'un des premiers messages vient de Paris. L'Élysée a envoyé évidemment ses félicitations au président Joseph Aoun pour, je cite, cette élection cruciale. Elle ouvre la voie des réformes, de la restauration de la souveraineté et de la prospérité du Liban. Je lis le communiqué de l'Élysée. Libanais, la France est à vos côtés, dit Emmanuel Macron. Et il ajoute même qu'il se rendra prochainement à l'invitation du nouveau président libanais dans ce pays. Donc on va voir là aussi si un certain nombre de choses bougent. Et il faut dire aussi que dans son discours à propos de son réalignement régional, Joseph Aoun a évoqué la Syrie. Il a dit qu'il voulait une nouvelle relation avec les autorités de Damas, que la souveraineté entre les deux pays soit respectée. Rappel, la Syrie a joué un rôle
écrasant sur le Liban, était présente avec son armée au Liban pendant de longues années. Et, avant que le Hezbollah libanais ne vienne prêter secours et main forte à Bachar el-Assad. Exactement. Et l'Iran, qui est évidemment très affaibli, ne compte pas cependant disparaître totalement de la scène, puisque Téhéran a aussi envoyé un message de félicitations à Joseph Aoun et a dit espérer que les deux pays puissent coopérer pour leur intérêt commun. Joseph Aoun qui a annoncé qu'il s'emploiera à consacrer le droit de l'État à avoir le monopole des armes en application des résolutions de l'ONU, mais ça annonce des tensions entre l'armée et le Hezbollah ? Alors, peut-être, mais de toute façon, sur le plan des armes, le Hezbollah est déjà très affaibli par la guerre qu'a menée Israël. Le Hezbollah, qui aussi a voulu montrer qu'il continuait à jouer un rôle incontournable sur la scène politique lors du premier tour du scrutin, parce que les 30 députés du Hezbollah et de l'autre parti chiite, Amal, se sont abstenus. Et entre les deux tours... Parce que leur candidat, Slimane Frangieh, s'était retiré. Oui. Mais ils ont voulu marquer quand même le coup en s'abstenant lors du premier tour, histoire de montrer on est toujours là, on a toujours un rôle à jouer, on peut continuer à bloquer en quelque sorte le processus. Il y a eu des négociations entre les deux tours de scrutin, comme le disait Serge, on ne sait pas exactement ce qui a été négocié, mais si le Hezbollah est très affaibli sur le plan militaire, il reste une force politique très importante au Liban. Il reste la question évidemment de la relation avec Israël. Joseph Aoun s'engage à respecter la trêve avec l'État hébreu. Est-ce qu'une détente est possible ? En tout cas, elle est souhaitée, semble-t-il, par le nouveau président libanais, qui a rappelé les règles. Il y a un processus qui doit être achevé le 26 janvier, donc on va voir très rapidement en réalité ce qui va se passer. Conformément à cet accord, seule l'armée libanaise et les casques bleus de l'ONU pourront être déployés au sud. Cela veut dire clairement que les combattants du Hezbollah devront se retirer dans les régions plus au nord et abandonner leurs armes lourdes. Alors l'armée libanaise, c'est 80 000 soldats qui jusqu'alors avaient manquaient en partie de matériel, ont toujours été... L'armée libanaise, je voyais le reportage, vous disiez, c'était l'un des pans les plus respectés du pays. Non, c'était le seul pan respecté du pays. Donc en réalité, l'armée libanaise a l'occasion, là aussi, de montrer ce changement d'air, en récupérant réellement les territoires et en faisant régner à nouveau l'ordre militaire légal de l'armée du pays, et non pas une milice à domination étrangère. Et enfin, que la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été votée en 2006, après le précédent conflit, soit appliquée. Le ministre des Affaires étrangères israélien a aussi réagi, d'ailleurs, à l'élection de Joseph Aoun, en envoyant aussi un message sur un ton plutôt coopératif. Il a dit que cette élection, il espérait qu'elle contribue à la stabilité du pays et à de bonnes relations entre voisins. Là, il y aura le rôle des États-Unis qui sera très important. Justement. Puisque c'est eux, avec la France et l'ONU, qui supervisent l'accord de cessez-le-feu. En sait-on plus sur les intentions de Donald Trump ? On sait qu'il a nommé le beau-père de sa fille, Tiffany, l'homme d'affaires libano-américain Massad Boulos, comme son envoyé spécial, son conseiller pour le Moyen-Orient. Oui, il a été nommé d'ailleurs juste après la signature du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Alors bon, c'est un homme d'affaires. Il avait tenté, c'est un chrétien maronite, il avait tenté de se faire élire au Parlement libanais. Il avait échoué, mais bon, sa famille a des bonnes connexions politiques et économiques à Beyrouth. Ça sera sans doute utile pour faire comprendre à Donald Trump la complexité du Liban. C'est pas un pays avec lequel le prochain locataire de la Maison-Blanche a des relations particulières. Il a notamment son organisation qui a beaucoup investi dans le Golfe, en Arabie Saoudite, n'a jamais mis les pieds au Liban, pays trop instable pour les affaires de Donald Trump. Donc on verra bien. Le fait est que Donald Trump est farouchement pro-israélien et il ne faudrait pas qu'une politique de soutien encore plus affirmée à Israël ne sème le trouble, ne favorise, disons, une politique agressive de l'État hébreu. Alban Mikosi, Donald Trump a promis l'enfer au Hamas si les otages n'étaient pas libérés. On sait que parmi eux se trouvent notamment des Américains ou des Israélo-Américains. Ça
annonce ce que seront peut-être ses intentions, ou on est totalement dans le flou concernant la région? Comme souvent avec Donald Trump, d'abord il manie le bâton. Il a dit que si au 20 janvier les 7 otages américano-israéliens n'étaient pas libérés, ce serait l'enfer. Bon. Évidemment, l'usage du bâton, c'est sa pratique habituelle, la menace. Que se passera-t-il réellement le 20 janvier? On le verra. Ce qui est certain, c'est que, objectivement, le Hamas aujourd'hui est dans une situation militaire extrêmement fragile. Il y a des discussions, on le sait, sur la libération de 34 otages, semble-t-il encore en vie, parce que c'est effectivement toute la question, en échange du fait qu'il y ait des libérations de prisonniers politiques détenus en Israël, prisonniers politiques palestiniens. Là aussi, il faudra que les deux parties veuillent faire avancer la chose. Ça ne suffit pas que le Hamas vienne avec sa liste, il faut encore que les Israéliens valident la liste, il faut que les Israéliens valident la liste des prisonniers demandés par le Hamas. C'est extrêmement long, on le sait, mais ça peut être un geste symbolique qu'il y ait des libérations juste après le 20 janvier. Pas certain en tout cas que Benjamin Netanyahou obtempère forcément aux injonctions de Donald Trump. Je dirais que Donald Trump aura plus de prise sur Benjamin Netanyahou que n'en avait Joe Biden. Parce que d'abord, ils sont très amis. Il faut se souvenir que lors de son premier mandat, Donald Trump avait reconnu l'annexion du plateau du Golan par les Israéliens, avait déménagé l'ambassade américaine à Jérusalem depuis Tel Aviv. Des gestes très forts. Il pourra donc lui parler en lui disant « Bon, ça suffit, Netanyahou, j'ai besoin d'un résultat. » Donald Trump, il a soif de résultats, de deal. Oui. Effectivement, s'il pouvait obtenir la libération des otages à son arrivée à la Maison-Blanche, ce serait un énorme succès. Et moi, je pense qu'il a plus de marge pour faire pression sur le Premier ministre israélien que n'en avait Joe Biden. On est toujours dans la logique des accords d'Abraham, qui est un peu la vision de Donald Trump, celle d'un monde finalement arabe, sur lequel il misait clairement sur l'axe sunnite, à commencer par l'Arabie saoudite, pour laquelle une reconnaissance d'Israël se fait attendre, en tout cas une mise en place de relations diplomatiques dignes de ce nom. Pour Donald Trump, ce qui compte, c'est le deal. Le deal, c'est d'État à État. Voilà pourquoi il a poussé les accords Abraham. Voilà pourquoi aussi il écarte la question palestinienne. Pour lui, la question palestinienne est résolue par tout simplement le fait que les Palestiniens n'ont pas d'État. Donc à partir de là, lui ne voit pas pourquoi il en créerait un. Il pense au contraire que ça déstabiliserait encore davantage la région. Et qu'est-ce qu'il faut? C'est discuter avec les États qui sont en place et trouver ensuite des conditions de vie pour les Palestiniens. Les États-Unis qui ont rendu un dernier hommage à Jimmy Carter, aujourd'hui funérailles officielles pour le 39e président américain dans la cathédrale nationale de Washington, avant une cérémonie dans l'intimité familiale en Géorgie, où le cortège funéraire est en route pour l'église baptiste de Maranatha. C'est à Plains, la ville où vécut Jimmy Carter après son départ de la Maison-Blanche. Julien Cheida revient pour nous sur les grandes dates qui ont jalonné sa carrière au pouvoir. Julien Cheida. So help me God. So help me God. Le 20 janvier 1977, Jimmy Carter devient officiellement le 39e président des États-Unis. L'achèvement d'une ascension inédite. Né à Plains en Géorgie, James Earl Carter avait d'abord entamé une carrière dans la marine. Mais le décès brutal de son père l'oblige à retrouver sa famille pour s'occuper de la production familiale de cacahuètes. Au début des années 60, il fait ses premiers pas en politique, en soutenant le président Kennedy et le mouvement des droits civiques. En 1970, il remporte le siège de gouverneur de la Géorgie. Sous son mandat, il se bat pour plus d'égalité raciale et économique. Mais au bout de quelques années, son ambition se porte vers un nouvel objectif, la Maison-Blanche. And I pray that I can live up to your confidence and never disappoint you. Au-delà de la Géorgie, Jimmy Carter est encore méconnu du public. Mais il profite des traumatismes liés au scandale du Watergate et à la guerre du Vietnam pour proposer un mode de gouvernance plus progressiste. Face au président sortant Gerald Ford, il crée la surprise en accédant à la Maison-Blanche. Une fois installé, il s'attaque à deux dossiers majeurs, la maîtrise de l'inflation et la relance de la croissance dans un contexte miné par les chocs pétroliers. Point d'orgue de sa politique étrangère, les accords historiques de Camp David, instaurant la paix entre Israël et l'Égypte après des années de conflits. Mais en 1979, la révolution islamique en Iran va porter un coup à l'image du président Carter. Le Shah,
allié des États-Unis, quitte le pays sous la pression populaire. En novembre, l'attaque de l'ambassade américaine à Téhéran par des étudiants marque un tournant. 52 personnes sont gardées en otage pendant 444 jours. We stand today as one people. We are dedicated to the principles and the honor of our nation. We've taken no action which would justify concern among the people or among the government of Iran. Aux yeux des Américains, Carter apparaît comme un président faible. Son échec sera l'une des causes de sa défaite en 1980 face à Ronald Reagan. Après la Maison-Blanche, il fonde le Centre Carter qui se donne pour mission de défendre la démocratie, mettre fin au conflit et lutter pour une sécurité sociale accessible à tous. En 2002, il reçoit le prix Nobel de la paix pour l'ensemble de son travail humanitaire. Alors que la présidence Carter reste encore un échec aux yeux d'une partie de l'opinion américaine, beaucoup saluent son travail dans l'humanitaire et la diplomatie, faisant de lui l'un des anciens présidents américains les plus appréciés à l'étranger. Et 5 des successeurs de Jimmy Carter étaient présents à ces funérailles nationales aujourd'hui à Washington. Parmi eux, Donald Trump, celui qui deviendra dans une dizaine de jours le 47e président des États-Unis, n'a pas caché son désaccord avec Jimmy Carter qui négocia notamment un accord ayant abouti à la rétrocession, c'était en 1999, du canal de Panama. Écoutez. Pour moi, c'est parce qu'il a donné le canal de Panama que Jimmy Carter a perdu l'élection. Ça a peut-être plus joué que la crise des otages en Iran. C'était une grosse affaire. Mais personne ne veut parler du canal de Panama parce que je suppose que c'est inapproprié. Mais c'est une mauvaise partie de l'héritage de Carter. La mort de Jimmy Carter, Anne souligne à quel point Donald Trump se positionne en président de rupture, soucieux de ne pas revenir à l'Amérique de Reagan, mais même bien avant. Alors, d'abord, ce qui a frappé lors de l'éloge, des éloges funèbres qui ont eu lieu aujourd'hui à la cathédrale de Washington, c'est à quel point les caractères de Jimmy Carter et du prochain locataire de la Maison-Blanche diffèrent. Jimmy Carter, c'était un homme intègre, droit, profondément pieux. Au point qu'on lui a même reproché une forme de naïveté. Oui, et d'ailleurs, dans son éloge funèbre, Joe Biden a lancé une sorte de mise en garde à Donald Trump en disant il faut faire attention aux abus de pouvoir. Jimmy Carter, c'était donc sur le plan de la personnalité, l'intégrité, la probité, la droiture, l'inverse de Donald Trump. Mais sur le plan économique, c'est lui qui a lancé la dérégulation, et ça, Donald Trump ne le renierait pas. Il a dérégulé notamment le trafic aérien, le marché du gaz, et puis c'est l'époque de l'école de Chicago, c'est l'année où il est élu, 76, c'est l'année où Milton Friedman a le prix Nobel de l'économie, et c'est lui finalement qui libéralise l'économie américaine et qui commence l'œuvre de Ronald Reagan en quelque sorte, bien qu'il ne soit pas du même parti. Oui. Alban, vous voyez effectivement en creux finalement dans le portrait de Donald Trump l'antithèse de ce qu'était Jimmy Carter. Oui, forcément. Et les propos du président Biden étaient encore là pour le souligner davantage. Mais il y avait des images étonnantes que vous avez remontrées là. D'abord, un long aparté entre Barack Obama et Donald Trump en tout début de la cérémonie. Alors les médias américains ont même essayé de traduire ce qu'ils se sont dit parce qu'on les voit vraiment assez proches, on les voit se sourire, se parler, et les médias américains pense avoir compris que Barack Obama, voilà, c'est cette séquence-là, lui dit c'est important le rôle que tu vas laisser dans l'histoire, il faut déjà que tu réfléchisses à ce que tu vas faire après. Et Donald Trump lui dire moi je suis déjà d'un certain âge, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais déjà essayer de vivre. Et enfin, il y avait une espèce de complicité, on va dire que c'était une parenthèse d'union américaine dans une période qui n'est pas du tout une période d'union, à tel point que le seul moment de tension est un moment interne au camp républicain. Je m'explique. Lorsqu'il est arrivé, le président Donald Trump a salué Mike Pence, le vice-président, et la femme de Mike Pence a refusé de se lever et de saluer Donald Trump parce que pour elle, il est l'homme qui a appelé à pendre son mari. Et elle ne lui pardonnera jamais. Donc voilà, ce moment de tension, il était interne au camp républicain. Pour le reste, comme souvent aux États-Unis, lors de ce type de cérémonie, qui est quand même à la mémoire d'un grand président, il y a eu un respect de l'unité nationale.
Ces deux anecdotes que soulève à l'instant Alban sont intéressantes en ce qu'elles montrent à quel point la dimension personnelle est importante chez Donald Trump. Et on le voit d'ailleurs chez un certain nombre de dirigeants politiques, à commencer par Volodymyr Zelensky qui accordait un entretien il y a quelques jours et dans lequel on évoquait, je crois ici même en plateau, le degré même de flagornerie envers Donald Trump. Chaque dirigeant politique tente finalement d'amadouer Donald Trump sur le versant personnel, comme si l'ego était une dimension désormais essentielle dans la politique américaine avec l'avènement de ce prochain président. L'ego est une dimension essentielle de la personnalité de Donald Trump. Mais si on se souvient bien du premier mandat, Emmanuel Macron avait tenté ce jeu-là. Il avait été le premier à bénéficier d'une visite d'État à Washington. Il l'avait invité pour le 14 juillet, etc. On parlait de bromance. Moi, j'étais à Washington à l'époque. Mais ça n'a rien donné. La sortie de l'accord de Paris dans la foulée. Voilà, ça n'a rien donné. Et Justin Trudeau s'est cassé les dents de la même manière en se rendant à Mar-a-Lago il y a peu. Parce que Donald Trump a besoin effectivement d'être flatté, mais ça ne suffit pas. Comme le disait Alban il y a un instant, ce qu'il veut, c'est conclure des deals. Et il peut s'asseoir sur ses amitiés, il peut s'asseoir sur toutes les relations qu'il a tissées, si ça lui permet d'atteindre un objectif qu'il s'est fixé, de conclure un accord. Et il peut conclure avec ses plus farouches ennemis. Il a tenté de le faire avec le leader nord-coréen, on s'en souvient. Kim Jong-un. Sans succès. Pour en revenir très rapidement à ces images œcuméniques, et ce sera le mot de la fin, Alban, vous pensez le peuple américain peut en retenir quelque chose dans ce qui semble aujourd'hui une Amérique plus polarisée que jamais? Vous en revenez puisque vous avez couvert l'élection présidentielle. Il y a deux images qui vont rester. D'abord, le drapeau américain en berne, qui sera en berne le 20 janvier, c'est-à-dire le jour où Donald Trump va prendre le pouvoir. Il va rester en berne parce que la tradition américaine veut que ça soit le cas jusqu'à fin janvier. Donc les drapeaux seront en berne le jour de l'installation de Donald Trump. Deuxième chose, ce qui le rend furieux. Ce qui est une deuxième chose qui était importante et qu'on a vu dans votre reportage sur Jimmy Carter, c'est le rôle de son épouse. Et ça, Joe Biden y a insisté ce soir en disant ils ont passé 77 ans de vie commune. C'était un couple politique. Et ça n'est pas le cas de Donald Trump. Ce n'est pas un couple politique. C'est vrai. Merci Alban Mikosi, merci également Anne Corpet. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de l'essentiel. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 aux côtés d'Anthony Saint-Léger. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit en direct dans l'Actu 360 sur France 24.